Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. L'histoire racontée de Radio Andorre par Jean-Marc Prince. Bonsoir, voici le troisième volet de notre émission L'histoire racontée de Radio Andorre, et aujourd'hui nous allons voyager entre 1950 et 1954. Pour ne pas perdre le fil de l'histoire de cette grande radio périphérique que fut Radio Andorre entre 1939 et 1981, je vous invite à écouter, si ce n'est déjà fait, nos deux émissions précédentes. La première fut consacrée à la période de guerre 1939-1944 et la seconde à l'après-libération de 1945 à 1949. Nous sommes ensemble pour 2 heures. Au début des années 50, les émissions n'étaient pas enregistrées. Aussi, les archives sonores sont encore très rares. Mais grâce à Éric Tiffon et Robert Delbos, qui ont découvert un enregistrement sur disque 78 tours, nous aurons l'occasion, notamment dans la deuxième heure, d'écouter quelques archives sonores de cette époque. En attendant, voici un enregistrement de l'ouverture d'antenne de la station qui date de 1954. Vos ceintures sont attachées, alors nous décollons immédiatement pour le début des années 50. Ici, Radio Andorre, rock des Annéliennes, principauté d'Andorre, longueur d'onde, onde moyenne 300 mètres 60, 998 kilocycles, onde courte 50 mètres 08, soit 5972 kilocycles. Señoras, señores oyentes, muy buenos días. Damos comienzo a nuestra emisión. Les deseamos una agradable audición y les invitamos a escuchar nuestro programa de mediodía. Si vous êtes cinéphile, vous avez reconnu le thème principal de Lamplight, en français Les Feux de la Rampe, qui était le dernier film américain de Charlie Chaplin en 1952. Charlie Chaplin, dès 1940, s'était engagé fortement contre le nazisme avec son film Le Dictateur, durant lequel il se moquait d'Hitler et de Mussolini. En 1952, une page est tournée. Le cinéma muet, qui avait fait sa carrière, est révolu. La guerre est terminée, et pourtant, ses conséquences vont encore perdurer des années, y compris pour Radio Andorre. En effet, la station qui avait été inaugurée en 1939 avait poursuivi ses émissions durant toute la guerre, profitant de la neutralité de la principauté d'Andorre, où étaient installés ses studios, et son puissant émetteur qui couvrait encore une bonne partie de l'Europe au début des années 50, et donc toute la France et toute l'Espagne, les deux pays à qui la station s'adressait, puisque les disques étaient présentés en français et en espagnol, qui étaient les deux langues encore officielles de la principauté à cette époque. Durant la guerre, la station avait pris garde à ne blesser les susceptibilités de personne, ni des Alliés, ni des Allemands, et n'avait diffusé que de la musique, sans aucune information. À la Libération, elle avait utilisé cette même formule, mais le gouvernement français lui fit le reproche d'avoir poursuivi ses émissions de 1940 à 1944, alors que les organes de presse français, qui avaient continué leurs activités durant la guerre, ne purent pas redémarrer en 1945.
En fait, le plus gros défaut de la station, c'était d'être restée libre et non contrôlée par le gouvernement français, comme c'était le cas des deux autres grandes radios privées de l'époque, Radio Luxembourg et Radio Monte-Carlo. Après un procès pour collaboration de son propriétaire Jacques Trémoulet, qui finit d'ailleurs par être totalement blanchi de ses accusations en 1949, le gouvernement français avait tenté de fermer sa régie publicitaire pour qu'elle ne récolte plus de publicité auprès des annonceurs français. Puis il détourna à la frontière tous les courriers et tous les disques qui étaient destinés à Radio Andorre, et cela en toute impunité. Et enfin, il lança un brouillage de sa fréquence, mais la station obtut gain de cause auprès des tribunaux qui considérèrent que ce brouillage était illégal et qu'il devait cesser. Après avoir tenté d'obtenir légalement sa fermeture en Andorre, en demandant aux représentants du coprince français de lui retirer son autorisation d'émettre, ce fut là aussi un échec, car le coprince épiscopal refusa de changer quoi que ce soit à la convention de la station, et comme rien ne pouvait se faire sans l'accord des deux coprinces, la station poursuivit ses émissions. Mais le gouvernement français ne s'avoua pas vaincu pour autant. Il décida de détruire Radio Andorre de l'intérieur. Il avait remarqué qu'il y avait toujours eu des dissensions entre l'Andorran Stanislas Puygros, qui était le détenteur officiel de la concession, et le propriétaire français de la station, Jacques Trémoulet, qui en assurait le financement et la direction. Stanislas Puygros et son épouse furent les invités du gouvernement français, qui leur proposa de dénoncer leur accord avec Jacques Trémoulet, en échange de quoi le gouvernement français apporterait son entier soutien financier à la station par le biais d'une société d'État, la Sophirad, qui dirigeait déjà le poste de Monaco, Radio Monte-Carlo. Et Stanislas Puygros signerait un accord avec la Sophirad, lui laissant la direction de la station. Mais Jacques Trémoulet n'était pas un lapin de 3 semaines, comme on dirait aujourd'hui. Et pour reprendre une autre expression d'aujourd'hui, c'était même pas dans tes rêves. Alors Stanislas Puygros finit par dénoncer son accord signé en 1940 avec Jacques Trémoulet, et le 2 novembre 1950, il fut démis de toutes ses fonctions à Radio Andorre par ce dernier. Juridiquement, pour peu que ce mot ait une signification en Andorre, dont la justice était encore entre les mains des deux coprinces, la station et surtout Jacques Trémoulet gardaient le soutien du coprince épiscopal, donc Radio Andorre restait sa propriété entière et Stanislas Puygros gardait ses yeux pour pleurer. Il fallait donc que le gouvernement français trouve un autre stratagème. Le temps d'écouter l'hymne à l'amour d'Édith Piaf et je vous explique tout. Jusqu'au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. Oh,
On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes, Dieu réunit ceux qui s'aiment. L'amour d'Édith Piaf, qui fut incontestablement le tube français de l'année 1950. En 1950, toutes les tentatives du gouvernement français pour faire taire Radio Andorre ont échoué. La seule chose qu'il a obtenue, c'est d'avoir dans sa poche le détenteur officiel de la concession de la radio en Andorre, Stanislas Puygros. Mais cette victoire ne signifie pas grand-chose, car elle ne change rien au statut de Radio Andorre, qui reste la pleine propriété de Jacques Trémoulet, et qui conserve son autorisation d'émettre en Andorre. Alors devant le flou de la législation andorrane, le gouvernement français va vouloir faire imposer un nouveau schéma de la radiodiffusion en principauté. Il va proposer au coprince épiscopal, qui a pris définitivement le parti de Radio Andorre, de permettre la création d'une seconde radio en principauté qui aurait, elle, la protection du coprince français. Ce petit pays, qui ne comptait à l'époque qu'un peu plus de 6000 habitants, aurait donc la possibilité d'avoir 2 grandes radios privées. Comme la radio protégée par le coprince épiscopal s'appelait Radio Andorre, la radio protégée par le coprince français s'appellerait Andorre Radio. Ben voyons. On voit que le brainstorming des équipes marketing de l'époque, d'ailleurs ces mots n'existaient pas encore à l'époque, avait autant d'imagination que celle d'aujourd'hui. Comme Radio Andorre avait pu réouvrir sa régie publicitaire en France, l'idée était donc d'assécher le marché publicitaire du côté français en orientant le budget des annonceurs vers Andorre Radio. Il est vrai que les annonceurs espagnols étaient bien moins présents à l'antenne de Radio Andorre et ne suffisaient pas à faire vivre la station. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse sur ce sujet des annonceurs espagnols. La régie publicitaire de Radio Andorre à Barcelone avait été confiée durant la guerre à Stanislas Puygros, qui en était le propriétaire. Mais Jacques Trémoulet avait gardé de solides soutiens du côté du gouvernement espagnol, et notamment celui du gendre de Franco, Serrano Suñer. Stanislas Puygros dirigeait la régie publicitaire de Radio Andorre à Barcelone, mais également celle de 2 petites stations privées de l'agglomération, Radio Miramar et Radio Sabadell, dont il était donc indirectement le propriétaire. On s'aperçut, opportunément, que la loi espagnole interdisait à un citoyen non espagnol de contrôler un média en Espagne. On s'aperçut donc, avec 10 ans de retard, que Stanislas Puygros, qui était de nationalité andorrane, ne pouvait prétendre être le propriétaire d'une radio espagnole. Comme Jacques Trémoulet l'avait déjà écarté de sa régie Radio Andorre en Espagne, il réussit indirectement et en toute discrétion à écarter Puygros de toutes ses fonctions dans les radios espagnoles, suite à une décision de justice en 1952.
Il trouva d'ailleurs un citoyen espagnol qui était passé par Radio Andorre pour défendre ses intérêts à Barcelone et reprendre les régies publicitaires des 2 radios espagnoles, dont Puigros fut entièrement dépossédé. Et Trémoulet créa une nouvelle régie pour Radio Andorre à Barcelone, dont il garda l'entier contrôle. Quand je vous disais que Trémoulet n'était pas un lapin de 3 semaines, je referme la parenthèse. Reste le problème de Andorre Radio. La Sophie-Rad va constituer cette société en 1951 et va, la même année, envoyer du matériel d'émission de sa filiale Radio Monte-Carlo en Andorre. Mais le Conseil général d'Andorre, qui avait gardé une certaine aversion contre l'attitude colonialiste de la France en principauté, va s'opposer à la construction d'un nouvel émetteur. Enfin, le coprince épiscopal, sollicité par les Français pour changer le statut de la radiodiffusion en Andorre, va être soudain atteint d'une surdité récurrente et il n'entendra jamais ce message, enfin au moins pendant quelques années. Donc c'est un nouvel échec de la France en Andorre. Alors la France va décider d'utiliser un marteau-piqueur pour écraser la mouche. Ça c'est une de mes expressions pas ferrées, car j'ai parfois ce vilain défaut quand on me contrarie. Vous venez d'entendre l'accordéoniste Guy Wieser dans Rue Le Pic, un morceau qui date de 1950. L'accordéon était omniprésent dans la programmation musicale de Radio Andorre des années 50. Jacques Trémoulet, qui aimait la musette, n'y était certes pas étranger, même s'il n'avait pas d'influence directe sur la constitution de la programmation musicale. Mais bon, peut-être qu'on aimait bien faire plaisir au patron.
Alors ce patron avait pour le moment bien réussi à préserver ses intérêts, comme il avait d'ailleurs toujours su le faire avant et même durant la guerre. Mais maintenant, c'est depuis l'Espagne qu'il dirigeait ses affaires. Recontrôlant désormais les régies publicitaires des radios catalanes, Radio Sabadell et Radio Miramar, il prit aussi le contrôle de Radio Séville. Et, cerise sur le gâteau, le gouvernement espagnol lui confia la création et la direction d'un grand réseau de radios en Espagne, Radio Intercontinental Madrid. Enfin, comme il était du genre insatiable, il créa aussi en 1949 une grande radio internationale à Tanger, au Maroc, Radio Africa Tanger. Elle sera suivie d'une seconde radio marocaine, Radio Africa Maghreb, en 1952. Les affaires marchaient bien pour lui. Par ailleurs, Radio Andorre était au sommet de sa popularité en France et en Espagne. Elle était restée une station populaire, proche des petites gens, comme on disait à l'époque. Elle donnait la priorité à la chansonnette française, espagnole, à l'accordéon, à la musique de danse. Mais nous reviendrons un petit peu plus tard sur ces programmes. Nous étions restés à la grosse contrariété qu'avait subie le gouvernement français dans sa tentative, échouée, de créer une seconde radio en Andorre. Alors en juin 1953, le gouvernement français va faire une grosse colère. Les autorités andorranes de ce petit pays de 6000 âmes avaient osé s'opposer à sa décision de créer une seconde radio en Andorre. Il va donc lancer un blocus total de la principauté. On allait voir qui est le maître. Le Viguier de France va imposer un visa de 1000 francs à tout citoyen français qui rentre en Andorre. Quand on sait que les touristes français sont quasiment la seule ressource financière de la principauté, c'est un coup dur. D'ailleurs, la frontière entre l'Andorre et la France va même être finalement totalement fermée. On ne pourra plus sortir ni entrer en principauté par la frontière française. Même les bergers andorrans qui avaient l'habitude, depuis des siècles, de faire paître leurs moutons et leurs troupeaux du côté français, vont voir leur autorisation annulée. Cela signifie pour eux rien de moins que la mort de leurs troupeaux. La France va même utiliser la force militaire pour faire respecter cette interdiction. La presse va s'emparer du sujet et appeler cela la guerre des moutons. Le Conseil général d'Andorre, totalement acculé, va être contraint d'annuler la concession de Radio Andorre. Et pour faire bonne mesure et sauver la face, il va aussi confirmer l'interdiction d'Andorre Radio. On assiste en Andorre à une première véritable révolte des citoyens contre les agissements de la France. Radio Andorre va suspendre ses émissions durant 3 heures le 15 juin 1953. En effet, l'Assemblée Magma du peuple andorran, autorité suprême de la principauté, qui ne se réunit que lors de menaces graves contre la souveraineté du pays, va désavouer le Conseil général et exiger que Radio Andorre reprenne ses émissions, ce qui sera fait. Mais la situation va obliger les deux coprinces et leurs représentants à entamer un dialogue pour sortir de la crise. L'existence de Radio Andorre va être réaffirmée, mais les Andorrans vont être contraints d'autoriser, discrètement, les travaux d'édification d'un second émetteur dirigé par la France et la société qu'elle contrôle, la Sofirad. J'ai dit discrètement, car les 6000 Andorrans sont furieux contre la France et ne veulent pas entendre parler d'une radio contrôlée par le gouvernement français sur leur territoire. On peut dire que cet épisode va être le début d'une conscience nationale andorrane qui trouvera son aboutissement dans les années 80 et qui se bâtira en réaction contre la France. Il faudra attendre début 1954 et le remplacement du président Auriol par le président René Coty pour que la frontière soit à nouveau réouverte entre la France et l'Andorre. Allez, encore un petit air d'accordéon avec Yvette Horner.
c'était l'accordéoniste Yvette Horner dans Domino. Yvette Horner sera l'une des vedettes récurrentes de Radio Andorre dans les années 50 et 60. Nous sommes en 1954. Le nouveau président de la République française, René Coty, a d'autres préoccupations que la guerre des radios en Andorre. Il faut redresser l'économie du pays et il faut gérer une situation en Algérie qui commence à être plutôt problématique. Donc les Andorrans vont avoir un peu moins de pression concernant la création d'une deuxième radio dans leur pays. Plutôt que de mettre des bâtons dans les roues du projet Andorre Radio, ils vont plutôt traîner des pieds pour ralentir la construction de ce second émetteur. Stanislas Puygros aura du mal à réunir le matériel nécessaire pour la construction de son émetteur, qu'il entrepose dans un petit chalet qui lui appartient. D'une part, le ministère français des Finances refuse des crédits pour acheter du matériel performant, et d'autre part, Radio Monte-Carlo, à qui la Sofirad demande de céder du matériel, commence à être réticente. En effet, elle a elle-même du mal à améliorer ses installations techniques, donc ce n'est pas pour aider une station concurrente qui s'établirait en périphérie de sa zone d'écoute, et même d'ailleurs sur une grande partie de sa zone d'écoute, qui est le Languedoc-Roussillon. Devant le manque de motivation du gouvernement français, et surtout devant l'inertie des Andorrans, le projet Andorre Radio va s'enliser durant quelques années, et on n'entendra plus parler de lui avant 1958. Donc on en reparlera lors d'une prochaine émission. Là encore, les Andorrans vont apprendre une technique qui sera souvent employée au cours de leur histoire future. Celle de noyer le poisson, de ne jamais prendre de décision tranchée et frontale, mais de prendre de la hauteur devant les nouveaux défis qui s'annoncent par des tergiversations diverses, des débats sans fin, une administration complexe et tatillonne. Ainsi, dans le meilleur des cas, les projets ont le temps de mûrir avant de voir le jour, et dans le pire des cas, ils sont enterrés dans les différentes générales. Finalement, chaque pays a ses techniques pour s'adapter au monde qui l'entoure. Après tout, celle-ci en vaut bien une autre. Et quand on voit ce qu'est devenu ce pays aujourd'hui, comparé à ce qu'il était en 1950, on peut estimer que cela ne lui a pas trop mal réussi. Je vous propose maintenant une petite session américaine qui commence avec la belle voix de Tony Bennett. Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise. For mortals who stand beside an angel like you, I saw your face and I ascended out of the commonplace into the rare, somewhere in space I hang suspended until I know there's a chance that you care. Won't you answer this fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send me in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise
teeny bee, a stranger no more. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Mr. Sandman, Yes? bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us, please, 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 Mr. Sandman, bring us a dream. Vous avez entendu Tony Bennett dans Stranger in Paradise, un tube de l'année 1954. Je vous invite d'ailleurs à découvrir l'extraordinaire histoire de ce chanteur de jazz américain qui est né en 1926 et qui nous a malheureusement quittés récemment en juillet 2023. Vous avez ensuite entendu The Chordettes, ce quartet américain a interprété deux tubes internationaux. Celui que vous venez d'entendre, qui est Mr. Sandman, numéro 1 du hit parade américain en 1954. Et un autre tube dont le titre vous remémorera immanquablement l'air, c'est Lily Pop. Voilà, concernant Mr. Sandman, si vous n'étiez pas encore de ce monde en 1954, d'ailleurs à 2 ans près, c'était mon cas, cet air ne vous est sûrement pas inconnu. Non seulement il a été repris par quantité d'artistes des années 50 aux années 80, comme les Andrews Sisters, Chuck Berry, Diana Ross, Marvin Gaye, mais il deviendra aussi le générique publicitaire du groupe Auchan en France. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'il fut aussi repris par les rappeurs Nekfeu et Alpha Van en 1995 dans Monsieur Sable. Il est ainsi des chansons dont l'histoire dépasse celle de leurs créateurs ou de leurs premiers interprètes et qui vont être ainsi fredonnées par des générations successives de jeunes. Si ces morceaux, qui connurent un succès planétaire durant plusieurs décennies, étaient diffusés par Radio Andorre, eh bien, il serait faux quand même d'imaginer que la programmation musicale de la station n'était constituée que d'airs immortels. En 2 heures d'émission, j'essaie de vous donner un petit échantillon de ce qui était passé à l'antenne durant les années qui nous concernent. Mais soyons honnêtes, ce choix est très subjectif. Vous ne m'en voudrez pas si je vous passe que des morceaux que j'aime. À l'époque, Radio Andorre laissait une grande liberté de programmation à chacun de ses animateurs. D'ailleurs, on ne disait pas animateur, on disait speaker. Contrairement d'ailleurs aux autres radios qui avaient souvent une programmation imposée par un directeur artistique
qui veillait à satisfaire en priorité les maisons de disques, qui envoyaient toutes leurs nouveautés aux stations de radio, et qui imposaient aussi souvent leurs nouveaux artistes dont il fallait lancer la carrière. Au début des années 50, Radio Andorre va aussi embaucher son premier directeur artistique, un nommé Norbert Bross. Ce rôle va essentiellement être limité à veiller qu'une même chanson ne soit pas passée 10 fois par jour par chacun des animateurs, mais aussi à imposer quelques artistes et quelques titres pour répondre aux exigences des maisons de disques. Ainsi, les animateurs auront quelques figures imposées, incontournables, mais garderont néanmoins la maîtrise de 80% de leur programmation musicale. Cela permettra à la station d'avoir une programmation assez éclectique entre les goûts personnels de chaque animateur ou animatrice et les artistes imposés par les maisons de disques, qui restaient d'ailleurs la seule source d'approvisionnement musical de la station. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on ne pouvait pas butiner sur Internet à la recherche d'artistes du bout du monde. Les goûts musicaux du public étaient orientés par les choix des maisons de disques, dont les directeurs artistiques étaient tout-puissants. Donc, quitte à casser l'image un peu idyllique d'une station qui ne diffusait que des trésors discographiques, il faut bien admettre que Radio Andorre, comme les autres radios d'ailleurs, diffusait aussi beaucoup de nanars, de chansons ringardes et de bides retentissants, et parfois par des artistes qui avaient probablement d'autres qualités que leur voix ou leurs talents artistiques, et qui ont disparu d'ailleurs de leur premier disque. Je vous invite d'ailleurs à ce propos à découvrir en ligne le répertoire de la discothèque de Radio Andorre, qui a été reconstitué par les archives de la Principauté, et vous pourrez ainsi découvrir l'étendue et la diversité de ce qui pouvait être passé à l'antenne. C'est vraiment passionnant, mais il faut bien le dire aussi parfois un peu affligeant. Alors, dans cette émission, nous n'avons aucune maison de disques qui nous impose ce que vous allez entendre. Nous n'avons aucun programmateur qui m'impose ce que je veux vous faire écouter. La seule dictature, eh bien, c'est la mienne. Elle est donc très subjective, mais elle est éclairée par une chose, c'est le temps qui a passé et qui a fait que certains disques, qui étaient plutôt improbables dans ces années 50, sont restés immortels et toujours d'actualité, et que d'autres ont, on va dire, très mal vieilli et ne sont vraiment plus écoutables aujourd'hui, et risquerait tout simplement de vous faire abandonner l'écoute de cette émission. Alors, mieux que les heureux animateurs de Radio Andorre des années 50, ce n'est pas 80%, mais 100% des disques que j'aime que vous entendez aujourd'hui, quitte d'ailleurs à créer une petite distorsion avec la réalité historique de la programmation musicale de la station. Et parmi les disques des années 50 que j'aime, en voici un qui est devenu un classique, The Song from Moulin Rouge de Percy Faith.
The Song from Moulin Rouge par l'orchestre de Percy-Face. Ce qu'il y a de bien avec certaines musiques, si elles n'évoquent pas de souvenirs personnels particuliers, c'est qu'elles peuvent évoquer des films que vous avez vus ou appréciés. Et c'est d'ailleurs le cas de cet air, extrait du film anglais Moulin Rouge, diffusé en 1952, mais qu'on peut donc découvrir à n'importe quelle époque. Vous noterez au passage que les grandes orchestres de variété qui faisaient le bonheur des radios des années 30 ou 40 font toujours le bonheur de celles des années 50. Ces décennies aimaient les grandes formations, presque symphoniques, et si la télévision n'en était qu'à ses balbutiements, les radios et surtout le cinéma faisaient appel à ces grands chefs d'orchestre pour leurs émissions ou pour leurs bandes musicales. Nous allons revenir au programme de Radio Andorre au début des années 50. Si vous avez été à l'écoute de nos deux précédentes émissions, vous vous souvenez que Radio Andorre ne diffusait que des petites sessions de 15 minutes de disques classées par genre musical. Mais avec la renaissance de Radio Luxembourg après la Libération, cette station va rapidement imposer un tempo qui va avoir du succès auprès des auditeurs. Pour la réalisation de ces programmes, Radio Luxembourg fait appel à des sociétés de production extérieures, enfin presque extérieures, car elles gardaient des liens de filiation avec la station du Grand-Duché. C'est d'ailleurs un producteur indépendant d'avant-guerre, Louis Merlin, qui va devenir le patron de Radio Luxembourg et imposer un style nouveau inspiré des radios américaines sur Radio Luxembourg, alors que Radio Andorre reste un peu sur ses acquis, sans grand bouleversement de ses programmes. Le succès de Radio Luxembourg s'explique aussi par le fait que la concurrence en dehors de Radio Andorre et Radio Monte-Carlo n'existe pratiquement pas. En effet, les trois radios d'État proposent des programmes à forte connotation culturelle, des émissions pédagogiques, instructives, des dramatiques et beaucoup de musique classique. Alors, s'il y a un public pour cela, ce n'est pas le grand public populaire qui préfère rester à l'écoute des radios privées. Les deux plus grandes sociétés de production d'émissions radiophoniques de l'époque sont les Programmes de France, filiale de Radio Luxembourg, et Air Production, une société dirigée par Jean-Jacques Vital, un homme de radio qui avait aussi fait ses preuves avant-guerre. Mais ces sociétés de production ont un fonctionnement particulier. Elles font financer leurs émissions par des annonceurs. Chaque émission est financée exclusivement par un seul annonceur qui associe parfois son nom à celui de l'émission. Les émissions sont souvent des émissions thématiques, des critiques de disques, des interviews de stars, mais surtout des feuilletons et des grandes émissions de jeux ou de variétés qui sont enregistrées en public. Enfin, pour attirer les annonceurs, il faut qu'elles aient un maximum d'auditeurs à l'écoute, et aussi, elles n'hésitent pas à s'adresser aux trois radios privées, sans état d'âme, pour être diffusées en priorité donc sur Radio Luxembourg, puis rediffusées sur Radio Monte-Carlo et Radio Andorre. C'est pourquoi elles sont enregistrées sur disque, et puis ensuite sur bandes sonores, qui sont envoyées à Luxembourg, à Monaco et à Andorre-la-Vieille. C'est ainsi qu'on va aussi pouvoir enfin disposer, pour plus tard, d'archives sonores. Donc à partir de 1948, Radio Andorre va timidement expérimenter la diffusion d'émissions de ce type entre deux sessions de disques. Mais la fermeture de la frontière andorrane aux disques provenant de France en 1948, puis la fermeture totale de la frontière de 1953 à début 1954, vont compromettre cette diffusion d'émissions extérieures. Non seulement les disques des émissions ne parviendront plus à la station pour pouvoir être diffusés et honorer le programme paru dans la presse, mais les sociétés de production vont décider de ne pas compromettre leur relation avec les annonceurs en leur promettant une diffusion sur Radio Andorre qui restera très aléatoire. Elles vont donc renoncer à inclure Radio Andorre dans la liste des stations partenaires. Les tracasseries du gouvernement français contre Radio Andorre vont donc avoir un impact sur le contenu de ces programmes pour quelques années et vont tenir la station en dehors des évolutions de la radio d'après-guerre. Mais nous allons voir comment la station va réagir à cette situation. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous
Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi. Petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrait devant une orange. Pas plus haut que 3 pommes, il lance un défi à un aimable bonhomme qui lui disait: mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches. On le voit qui déguerpit aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi. Petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui danse. S'il faut, peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse.
Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, je te jure que la veille j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. C'était deux chansons de 1951, d'abord Juliette Gréco, Sous le ciel de Paris, puis Mick Michel, avec Un gamin de Paris. À cette époque, il y a profusion de chansons sur Paris, de Piaf à Gréco, en passant donc par Mick Michel, ou de Charles Trenet à Yves Montand. Comme je vous le disais avant ces deux disques, Radio Andorre avait commencé à expérimenter la diffusion d'émissions provenant de sociétés de production extérieures, mais les blocages à la frontière vont compromettre quelque temps ces diffusions. Parmi les plus célèbres d'entre elles, il y avait le fameux crochet radiophonique présenté par Zapimax. Cette émission, qui datait de l'avant-guerre, avait repris sa diffusion sur Radio Luxembourg dès 1948. L'émission est patronnée par L'Oréal et les shampoings DOP. Elle bénéficiera de diffusion sur Radio Luxembourg, Radio Monte-Carlo et Radio Andorre. Une autre émission très populaire sera également reprise par les trois stations. C'est Les Incollables d'Henri Kubnik. Alors, les Incollables, c'est des humoristes qui essayent de répondre à des questions envoyées par les auditeurs. Cette émission avait déjà connu du succès avant-guerre sur le poste parisien. En changeant juste de nom et de présentateur, elle sera en fait l'ancêtre des Grosses Têtes, qui est toujours diffusée aujourd'hui sur RTL. Enfin, la grande émission de variété de l'époque s'appelle Le Pêle-mêle. Elle est produite et présentée par Jean-Jacques Vital. Elle propose des jeux, des sketchs et des chansons de variété rythmées par l'orchestre de Jacques Elian, puis par celui de Ray Ventura, qui a retrouvé sa place sur les ondes françaises après son éclipse de l'occupation, où seule Radio Andorre avait d'ailleurs continué à diffuser ses disques. Les auditeurs de Radio Andorre vont donc s'accoutumer à écouter ces émissions, et leurs vedettes, Jean-Jacques Vital, Jean Nouin, Zapimax, et tant d'autres qui vont être aussi populaires auprès des auditeurs de la station que de ceux de Radio Luxembourg. Certains auditeurs d'ailleurs seront même persuadés que ces animateurs étaient ceux de Radio Andorre. Mais le blocage des enregistrements à la frontière va perturber ces diffusions. La station va utiliser autant que possible les bandes sonores dont elle dispose, mais à partir de 1950, elle ne pourra plus les diffuser. Et le problème est surtout que les sociétés de production ne vont plus inclure Radio Andorre dans leur diffusion. Seule l'émission présentée par le chanteur André Claveau, La chanson de mes auditrices, va continuer à être envoyée à la station et sera diffusée tant bien que mal. Alors Radio Andorre, qui vient de créer la fonction de directeur artistique, va commencer à produire ses propres émissions. Et ces émissions, même si elles ne disposent pas des moyens des grandes émissions de variété des programmes de France, vont être présentées par des vedettes de la chanson. Ainsi, après André Claveau, c'est le chanteur du Sud-Ouest, André Dassary, qui va présenter une émission en exclusivité pour Radio Andorre, Allô, allô, André Dassary. L'émission est présentée 3 fois par semaine. De même, Pierre Yegel présentait une grande émission de musique classique sur Radio Luxembourg et Radio Monte-Carlo, animée par le Grand Orchestre de Radio Luxembourg et son chef Henri Pancis, qui s'appelait L'heure radiophonique. L'émission était sponsorisée par les pneus Kléber-Colombe. Alors Pierre Yegel va accepter de présenter depuis Paris une émission spécifique pour Radio Andorre, toujours sponsorisé par les pneus Kléber-Colombe, mais le grand orchestre sera remplacé par des disques et l'émission sera réduite à une demi-heure. Elle prendra le nom de Page célèbre. À partir de 1950, la station va également produire des émissions nouvelles en principauté, essayer de sortir un peu de la simple présentation des disques à la queue leu. Son célèbre concert des auditeurs va poursuivre sa vie et se doubler aussi d'une émission appelée Joyeux anniversaire, émission toujours alimentée par le courrier des auditeurs, mais uniquement pour souhaiter un joyeux anniversaire à leurs proches. Enfin, la station va aussi inaugurer une émission pour les enfants, appelée d'abord le Club de l'Oncle Paul, puis l'heure enfantine. Elle est présentée par l'animateur Paul Servant, dont nous reparlerons. Cette émission aura d'ailleurs aussi une version espagnole. Alors André Claveau, qui était un chanteur très populaire en France dans les années 50,
Malgré 2 ans d'interruption de sa carrière en 1945 pour son attitude durant l'occupation, va être très programmé par Radio Andorre et donc y présenter aussi l'émission dont je vous parlais, La chanson de mes auditrices. Pour la petite histoire, il sera le premier artiste à faire gagner la France au concours Eurovision de la chanson en 1958. Mais dans les années 60, son répertoire sera jugé un peu ringard et il va plonger dans l'anonymat et être oublié de tous. Bon, en souvenir de son soutien à Radio Andorre, voici son grand succès de 1950, Cerisier rose et Pommier blanc. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc, elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant. La branche d'un cerisier de son jardin caressait la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait. De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, on fait un soir la courte échelle à nos 15 ans. Non, non, ne dites pas qu'à son âge vous n'étiez pas si volage, non, non. Quand deux lèvres vous attirent, j'en sais peu qui peuvent dire non. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Mais un beau jour les demoiselles, frimousse rose et voile blanc, se font conduire à la chapelle par leur galant. Oh, quel bonheur pour chacun, le cerisier tout fleuri et le pommier n'en font qu'un. Nous sommes femme et mari, de voir les fruits de l'été naître des fleurs du printemps. L'amour nous a chuchoté d'en faire autant. Si cette histoire est éternelle, pour en savoir le dénouement, apprenez-en la ritournelle, tout simplement. Et dans 3 ans, 3 bébés roses, faisant la ronde gentiment, vous chanteront cerisier rose et pommier blanc. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, ces chansons à l'eau de rose ont été en perte de vitesse avec le développement du jazz et surtout lorsque le rock'n'roll et le yéyé firent leur apparition dans les hit-parades des années 60. Alors je ne sais pas s'il reste des nostalgiques de ce genre de chansons, mais s'ils sont à l'écoute, eh bien je leur dédicace ce titre d'André Claveau. L'histoire racontée de Radio Andorre par Jean-Marc Prince. Voilà, cela fait un peu plus d'1 heure que vous êtes à l'écoute de notre émission, l'histoire racontée de Radio Andorre, 1950-1954. Durant cette 2e heure qui s'annonce, nous allons entrer un peu plus en profondeur dans les programmes de la station au début des années 50 et surtout faire la connaissance avec la nouvelle équipe de la station qui va remplacer celle des années 40. Car une des particularités de Radio Andorre, c'est qu'à part quelques très rares exceptions, la station renouvelait assez fréquemment son équipe.
Non pas qu'elle se lassait rapidement de ses animateurs, mais simplement Radio Andorre était une magnifique école de formation pour les jeunes animateurs à une époque où les radios se comptaient sur les doigts d'une main. Il fallait d'ailleurs vouloir vivre en Andorre, et à cette époque c'était encore un pays très rural, avec peu, voire pas de distractions, à part les plaisirs de la montagne ou le shopping dans les magasins hors taxes. Mais le soir, les rues se vidaient d'un coup, et il restait très peu d'endroits où la jeunesse pouvait se retrouver. Mais comme il était difficile pour un jeune de 20 ans de rentrer à la RTF, ou à Radio Luxembourg, ou exercer de grands professionnels de la radio, Radio Andorre, et dans une moindre mesure peut-être aussi Radio Monte-Carlo, leur permettait de s'essayer au micro durant 1 an ou 2, et les meilleurs d'entre eux avaient ainsi un CV pour postuler à Radio Luxembourg ou dans une station régionale de la RTF. C'est ainsi que les équipes vont se succéder à un rythme effréné au micro de Radio Andorre durant toute son existence. Cela permettait aussi à la station d'insuffler un peu de jeunesse dans ses programmes, et tous ont gardé un souvenir irremplaçable de leur passage en Andorre, car c'était les belles années de leurs 20 ans, avec des jeunes de leur âge, dans une ambiance un peu colonie de vacances, où les amitiés et les premiers amours vont être très nombreuses. Combien de fois j'ai entendu des anciens de la station me dire « on n'était pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on s'amusait !» Bon, mais comme on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche toute sa vie, certains de ces jeunes vont faire une véritable carrière radiophonique, voire même à la télévision, et vont devenir des vedettes, mais sur d'autres antennes. Les autres vont saisir d'autres opportunités professionnelles et quitter la radio pour des carrières dans les assurances, la justice ou le commerce, mais là aussi, leur apprentissage de la prise de parole et des responsabilités va probablement leur servir. En tout cas, je peux dire que j'ai rencontré ou dialogué avec plus d'une 60aine d'anciens de Radio Andorre, et même si certains ont quitté la station parfois de manière conflictuelle, tous ont gardé un excellent souvenir de leur passage sur cette station, et leur voix restera aussi inscrite dans la mémoire collective des auditeurs qui avaient le même âge à cette époque. C'est aussi une des raisons qui m'ont conduit, en dehors de cette émission que je vous présente, de susciter la réalisation d'émissions souvenirs que vous pouvez aussi entendre sur mon site akiradioandorra.com et qui sont animées par des anciens de la station qui évoquent leurs souvenirs et leurs coups de cœur musicaux. If your sweetheart sends a letter of goodbye, it's no secret you feel better if you cry. When waking from a bad dream, don't you sometimes think it's real? But it's only false emotions that you feel. If your heartaches seem to hang around too long, and your blues keep getting bluer with each song, remember sunshine can be found behind a cloudy sky, so let your head down and go on and cry. If your heartaches seem to hang around
song. Well, now remember, sunshine can be found behind a cloudy sky. So let your hair down and go right on, baby, and Alors, est-ce que vous connaissiez ce chanteur ? Il était américain et fut une grande vedette aux États-Unis dans les années 50. Son nom, c'était Johnny Ray. Le morceau qu'on vient d'entendre date de 1951 et s'intitule tout simplement Cry. Oui, nous sommes bien en 1951 et je trouve que cette voix et ce rythme nous traçaient la voie de ce qu'allait devenir peut-être un peu plus tard le rock'n'roll. À cette époque, Elvis Presley ne chantait pas encore, ou alors peut-être dans sa salle de bain. En tout cas, je me demande s'il ne s'était pas un petit peu inspiré de Johnny Ray, car je trouve qu'il y a de grandes similitudes entre ces deux artistes. Elvis, aura lui une carrière mondiale, Johnny Ray plutôt américaine. Un an plus tôt, c'était donc en 1950, entrait à Radio Andorre un personnage qui laissera des traces et un souvenir marquant à la station. C'est Paul Servan. Paul Servan est d'abord embauché comme speaker. Oui, à cette époque, on n'employait pas encore le mot animateur ou meneur de jeu. Pourquoi ? Parce que les speakers n'animaient pas des émissions, ils annonçaient et désannonçaient simplement les disques d'un ton compassé, en prenant bien soin d'articuler les mots. Alors que les animateurs parlaient aux auditeurs sur le ton de la confidence, de manière amicale, et les animateurs construisaient aussi leurs émissions, comme on écrit une histoire. Il leur arrivait aussi d'inviter au micro et d'interviewer des artistes ou des personnages publics, de proposer des jeux ou des émissions à thème. Et Paul Servan avait toutes les qualités pour cela. D'autant que la station devait faire évoluer son programme et ne plus se contenter de passer uniquement des disques. Alors Paul Servan va intervenir à l'antenne sous sa véritable identité, c'est-à-dire Paul Servan, mais aussi sous un pseudo, celui de Jean-Loup Chabrier. Et là, c'était vraiment une particularité de Radio Andorre, où une même personne pouvait intervenir à l'antenne dans des émissions différentes, sous diverses identités. Cela permettait peut-être de faire croire que la station possédait une grande équipe comme ses concurrentes. Mais d'ailleurs, c'est pas pour ça que les animateurs étaient payés double. Je vous avais déjà donné son nom tout à l'heure lorsque je vous annonçais la création d'une nouvelle émission pour les enfants, où Paul Servan avait même, d'ailleurs, au cours de cette émission, une troisième identité, celle d'Oncle Paul. Alors je vous disais aussi que Paul Servan avait laissé un souvenir marquant à Radio Andorre, car en 1955, il deviendra le directeur artistique de la station, et il sera à l'origine de la création de très nombreuses émissions, surtout d'ailleurs à partir de 1954, comme Le Courrier des auditeurs, Musique sans frontières, Programme à la carte, Dans un coin de mon beau pays, Variations sur des variétés. Voilà, c'était les titres de ces émissions. Et s'il animait les émissions pour les enfants, on lui confia aussi l'animation des émissions féminines sous son pseudo de Jean-Loup Chabrier. Il anima ainsi l'émission Le Magazine de la Ménagère ou Vos Nouveautés Mesdames, qu'il co-présentait d'ailleurs avec les speakerines de langue espagnole comme Lydia Linares ou Carmen Del Monte. On lui doit aussi, comme le faisait Radio Luxembourg, la création d'un club des auditeurs de Radio Andorre, une sorte d'association qui publiait un magazine papier intitulé La Voz de Radio Andorra, dont il était d'ailleurs le rédacteur en chef. Comme beaucoup d'animateurs de Radio Andorre, Paul Servan se lia avec une des speakerines de la station, et c'était Carmen Del Monte. Malheureusement, leur vie commune fut de courte durée, car Paul Servan va décéder en 1958, donc 8 ans après son embauche. Il va décéder d'un cancer foudroyant, alors qu'il était toujours très actif à la station.
Alors, durant son passage à Radio Andorre, Paul Servan va être chargé du recrutement et surtout de la formation de nombreux jeunes animateurs, dont un certain William Danjon en 1955, dont on aura donc l'occasion de reparler, car il fut lui aussi une vedette de Radio Andorre. Et c'est d'ailleurs William Danjon qui va me transmettre beaucoup plus tard tous ses souvenirs avec Paul Servan, pour lequel il avait une admiration sans fin pour son grand professionnalisme. Alors nous avons la chance d'avoir retrouvé 2 archives sonores de Paul Servan datant de 1952. Dans le premier extrait, nous entendons le générique et l'introduction de l'émission Cabaret des Ondes, présentée par Paul Servan. Radio Andorre présente Cabaret des Ondes. Retransmis du Cabaret des Ondes, Paul Servan vous présente la deuxième partie de la revue Écran sonore. Voici maintenant un deuxième extrait avec le générique de l'émission de l'après-midi qui s'appelait « Allô, ici Radio Andorre », tout simplement. Alors, cette émission a été présentée par Jean-Loup Chabrier, mais comme vous l'avez bien compris, Jean-Loup Chabrier, c'était le pseudo de Paul Servan. Allô, oui, ici Radio Andorre. Placé sous le signe de l'optimisme, Radio Andorre vous présente son programme de l'après-midi. Allô, ici Radio Andorre. Pour vous madame, pour vous mademoiselle, pour vous monsieur, allô ici Radio Andorre. Une émission réalisée et présentée par Jean-Loup Chabrier, prise de son d'Augustin Pifaret. Ce générique vous dit peut-être quelque chose. Eh oui, il a été repris dans une émission de télévision de 1992, présentée par Christine Bravo. C'était Froufrou. Mais en fait, c'est une vieille chanson française qui date de 1897. Merci encore à Éric Tiffon et Robert Delbos pour ces archives sonores. Alors, autour du très charismatique Paul Servan, il y avait 2 autres speakerines d'origine espagnole, mais qui étaient bilingues, et un speaker d'origine française. Depuis la création de Radio Andorre, les voix féminines parlaient surtout en espagnol, alors que les voix françaises étaient plutôt masculines. Mais au début des années 50, il y eut une première exception et un premier speaker espagnol qui s'appelait Xavier Casanovas. Ces 2 consoeurs espagnols furent Carmen Alonso, dont le pseudo à Radio Andorre était Carmen del Monte, et la deuxième était Lydia Merino, qui était d'origine espagnole, mais née en France, et donc parfaitement bilingue. Son nom d'antenne était Lydia Linares, pour les émissions qu'elle présentait en espagnol, et Françoise Annie,
pour les émissions qu'elle présentait en français. Mais revenons à Carmen Del Monte. Carmen Del Monte était née à Madrid. On lui doit la présentation d'émissions espagnoles, comme la version espagnole du Concert des auditeurs. Vous savez, cette émission pendant laquelle les auditeurs envoyaient leurs dédicaces par carte postale. Alors, la version espagnole s'appelait tout simplement Concierto de los Radio Oyentes. C'est grâce à Carmen Del Monte que les émissions du soir en espagnol vont se développer pour occuper peu à peu toute la soirée. Elle présentera aussi les émissions pour les enfants en espagnol, Club Infantil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une idylle bien discrète était née avec son collègue Paul Servan. Elle quittera la station en 1959 après le décès prématuré de Paul Servan. Mais Jacques Trémoulet l'appellera à Madrid, près de lui, pour animer Radio Intercontinental Madrid, sa nouvelle radio. Puis, sous son vrai nom, Carmen Alonso, elle fera une remarquable carrière radiophonique en Espagne, sur de nombreuses antennes nationales, jusqu'à sa retraite en 1994. Alors, comme Victoria Zorzano avant elle, elle eut le droit au titre de Mademoiselle Aki, la deuxième du nom. Quant à Lydia Merino, elle assurait, elle, la réalisation et la présentation d'émissions en espagnol structurées comme le Club Nocturno et Música a su gusto. En français, on lui doit une des premières véritables émissions régionales de la station, entre Garonne et Pyrénées, mais aussi l'émission féminine Chez vous Madame. Elle restera à la station jusqu'en 1964, donc à peu près 10 ans d'antenne. Après le départ de sa collègue Carmen, elle sera la troisième à prendre le titre de Mademoiselle Aki. Elle aussi, elle se mariera avec un de ses collègues en 1961, Hubert Garrick, mais on reparlera de lui une autre fois. Et sa voix sera immortalisée dans le fameux jingle de la station, Aki Radio Andorra, qui sera utilisé par la station jusqu'à sa fermeture dans les années 80. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Enfin, quelques mots sur le quatrième personnage qui va marquer l'antenne au début des années 50. Il s'agit de Henri Maret, dont le vrai nom était en fait Henri Ludovic de Camaret. Bon, c'était peut-être plus simple de l'appeler Henri Maret. Comme Paul Servan, il présentera de très nombreuses émissions à la station, dont une des premières émissions de jazz qui s'appelait Jazz Club, de 1953 à 1955. Car même si Radio Andorre diffusait du jazz depuis sa création, c'était en fait une des premières émissions construites sur le sujet et qui ne se contentait pas de passer uniquement des disques. Henri Maret va quitter la station et l'Andorre aussi d'ailleurs en 1955, mais il continuera sa carrière à la radio puisqu'on le retrouvera à la station de l'ORTF de Nantes comme rédacteur en chef, puis à Radio Nouméa et enfin à Radio France Internationale. Par ailleurs, même si les programmes de radio n'en parlaient jamais, quelques personnes qui vont accompagner la station jusqu'à la fin de son existence vont entrer à Radio Andorre en ce début des années 50. Il s'agit d'André Coll, qui sera chef opérateur du son de 1952 à 1981 et une figure connue de toutes les générations d'animateurs qui se sont succédés à la station. Citons aussi Anna Dollad, qui sera embauchée en 1953 comme secrétaire administrative et qui deviendra secrétaire de direction jusqu'en 1981. Là aussi, pas un animateur de la station durant ces 3 décennies n'ignorera son visage familier de tous. On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Dans le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau,
c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, 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 Mexico. Le navire est à quai, y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai. Là, dans un petit troquet d'un port martiniquais, une fille belle à croquer. Là, pleure dans les bras d'un garçon de couleur, car il s'en va et lui brise son cœur. Et le dans un hoquet, lui tendant son ticket, lui dit chérie que tu vas me manquer. Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour. La sirène brusqua leurs adieux délicats, mais soudain tout se compliqua. Ah, la petite masqua un instant son tracas, pourtant son courage manqua. Là, elle dit j'ai peur, il ne faut pas partir. Vois-tu mon cœur, sans toi je veux mourir. Le garçon expliqua qu'il fallait en tout cas qu'il partait, c'est pourquoi il embarqua. Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour. Les paquets embarqués, le bateau remorqué, lentement a quitté le quai. Là, ne soyez pas choqués, n'allez pas vous moquer de ce que je vais expliquer. Là, regardant au port son bel amour à terre, pris de remords, il plongea dans la mer. Devant ce coup risqué, par l'amour provoqué, les requins en restèrent interloqués. Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'aurore d'un nouveau jour qui vient pour leur jouer un tour. Aïe, 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 parler de ses plus beaux atours.
il est fait pour durer toujours. Car l'amour vient pour retrouver l'amour. Alors là, on vient d'entendre deux vedettes qui seront les chouchous de Radio Andorre dans les années 50 et 60. C'était Luis Mariano avec Mexico et Dario Moreno avec Meke 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 Meke. Voilà, les rythmes latins étaient vraiment la couleur d'antenne de la station, toujours balancée entre les deux cultures espagnoles et françaises. Et ces deux artistes symbolisaient bien cette double culture. Luis Mariano était né en Espagne, dans le Pays Basque, mais connut une grande carrière en France, où il fut le prince de l'opérette. Quant à Dario Moreno, il était turc par son père et mexicain par sa mère. C'est pas banal. Et lui aussi était chanteur d'opérette, au look toujours un petit peu fantasque, mais très populaire auprès du public français. Il donnera son premier concert en France en 1954 et depuis lors, il ne quittera plus l'antenne de Radio Andorre, car toujours plébiscité par les auditeurs. Les deux chansons qu'on vient d'entendre datent donc de 1953 et 1954, et c'était donc des nouveautés à cette époque. Mais la station diffusait aussi beaucoup de tubes rétro pour un auditoire plus âgé. Sa discothèque, qui avait récupéré de nombreux disques des anciennes stations françaises de Jacques Trémoulet, comme Radio Toulouse ou Radio Montpellier, permettait de plonger dans les grands succès de l'avant-guerre dont beaucoup avaient encore la nostalgie. Et peut-être plus encore que ses deux concurrentes privées Radio Luxembourg et Radio Monte-Carlo, Radio Andorre était appréciée des seniors qui pouvaient y entendre toutes les chansons de leur jeunesse. D'ailleurs, une émission de 1953 était particulièrement suivie par cet auditoire. C'était Chansons du souvenir, sponsorisée par les chaises Stella. Chansons du souvenir. Voici le programme hebdomadaire offert par les chaises Stella à la Bruguière Tarn. Sur une chaise ordinaire, sans beaucoup balancer, ça au pied de derrière, il pourrait bien passer, et sans plus de manière, vous ramasseriez. Il n'y a qu'une chaise au monde qui puisse faire à ça. Il n'y en a qu'une au monde, c'est la chaise celle-là. Élégante, confortable, indislocable. C'est votre fournisseur. Ou usine celle-là, la Bruguière, Tarn. Chansons du souvenir. N'est-il pas vrai, chers auditeurs, que chacun de nous aime spécialement un air, une chanson qui lui rappelle un souvenir agréable? Cette émission a pour but de ressusciter pour vous de tels souvenirs en vous offrant les airs que vous aimez. Merci encore à Éric Tiffon et à Robert Delbos pour cet extrait sonore. Voici d'ailleurs un deuxième extrait, toujours de nos amis Éric Tiffon et Robert Delbos, un extrait qui est tiré d'une autre émission qui s'appelait Histoire d'amour. On remarquera que les textes étaient écrits et que les speakers ne se livraient à aucune improvisation au micro, ce qui caractérisait encore les années 50. Ce n'est vraiment que dans les années 60 que le ton sera plus décontracté et libre. Bonsoir, madame. Pas de lettres de vous, madame, non? Non, mais combien de lettres de jeunes filles? Alors, bonsoir, mademoiselle. Comme vous êtes romantique. Et c'est d'ailleurs charmant, je ne vous en fais pas un reproche, non, loin de là. C'est une très belle chose que de pouvoir être romantique en une époque comme celle que nous vivons. Alors, vous m'écrivez, mademoiselle, « Oh, monsieur, parlez-nous d'amour. » Eh là, mais c'est une redoutable mission dont vous voulez me charger, là. Je sais, vous avez trouvé très bien ces jolies histoires que je vous ai présentées vendredi dernier. Et vous souhaiteriez que moi aussi, je vous conte une de ces histoires d'amour qui vous enchantent. Eh bien, tenez, d'accord. Mais ne m'en voulez pas si je m'aide de chansons, sur des airs de tango surtout, car je sais aussi que vous aimez les tangos. Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter
Ce sera tout simplement la vôtre. Enfin, celle que je vous souhaite, mademoiselle. Vous voulez que ce soit une histoire d'amour. Mais alors, avant de commencer, permettez-moi de vous poser une petite question. Bon, très bien. Je suppose que vous avez répondu à la question. N'ayez crainte, je ne dirai rien à personne. Bon, maintenant, il s'agit de savoir fixer votre choix. Lui, oui, lui. Comment le voyez-vous? Ah, vous avez déjà une idée bien arrêtée en ce qui le concerne? Oh, parfait. Alors, comment le voyez-vous? Mais toutes mes félicitations, c'est un bien joli garçon que vous avez choisi là, cheveux noirs et dents blanches. C'est un peu vous, cette description, brune comme vous êtes, au sourire éclatant. Et vous irez très bien ensemble tous les deux. Eh bien, le voilà trouvé, le prince charmant. Il est comme vous d'ailleurs. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Tout le bleu du ciel danse dans tes yeux, tout le bleu pastel d'un tango qui chante pour nous deux. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, revivons le bonheur du jour où je t'ai suivi. Je n'entends plus rien que ce chant là-bas et ce levant musicien où ton cœur qui bat, je suis si bien entre tes bras. Mais pourquoi songer? Mais pourquoi savoir que c'est un rêve léger flottant dans l'indigo du soir, même s'il n'est qu'un fol espoir flottant dans l'indigo du soir. Tout le bleu du ciel tourne autour de nous, le pastel d'un tango qu'on danse jour à jour. Des reflets changeants sont dans tes cheveux, une étoile d'argent emporte en passant mes vœux. Je n'entends plus rien que ce chant là-bas, ce levant musicien où mon cœur qui bat, je suis si bien entre tes bras. Donne-moi tes nuits, donne-moi tes jours, faisons de l'heureux qui fuit un rêve qui vivra toujours. Même s'il n'est qu'un fol espoir flottant dans l'indigo du soir. C'était Patrice et Mario dans Tango Bleu. Ce duettiste français était né en 1945 lors d'une représentation musicale l'ABC à Paris. Il fut très populaire dans les années 50 et ils ont interprété plus de 200 chansons dont beaucoup de succès. Et comme vous l'avez constaté, il reprenait des airs de danse comme le tango ou la valse, mais était assez traditionnel et loin des rythmes de la musique américaine qui commençait à influencer les artistes français. Malheureusement, avec l'apparition du rock'n'roll et du yéyé dans les années 60, ils furent très vite ringardisés et leur carrière se termina brutalement au bout de 10 ans. Mais maintenant, nous allons parler d'une autre artiste dont la carrière, elle, dépassera les 5 décennies et qui vendut plus de 80 millions d'albums à travers le monde. Et cette artiste dut son lancement en grande partie grâce à Radio Andorre. Il s'agit de Gloria Lasso. Gloria Lasso était née en Catalogne, pas loin de Barcelone, et se produisait dans le café paternel car elle avait une jolie voix.
Puis elle se produisit dans les cabarets de Barcelone avant de monter dans la capitale Madrid où elle courut le cachet dans les bars et cabarets de la ville. Et c'est précisément dans un de ces cabarets qu'elle fit la rencontre de Jacques Trémoulet, le patron et propriétaire de Radio Andorre en 1950. Subjugué par son talent, mais aussi par sa beauté pleine de fraîcheur, Jacques Trémoulet va lancer sa carrière en Espagne en invitant au micro de ses radios espagnoles, notamment Radio Miramar à Barcelone ou Radio Intercontinental Madrid, qui vont diffuser ses premiers disques chantés en espagnol. Il ne fallut pas longtemps non plus pour qu'il en fît la vedette de Radio Andorre, en matraquant ses disques à l'antenne, ou en lui offrant la première de couverture de la revue de la station, La Voz de Radio Andorra. Ce passage à Radio Andorre permit à Gloria Lasso d'être aussi connue du public français. Et toujours grâce à Jacques Trémoulet, elle commença à fréquenter les cabarets parisiens à partir de 1952, dont le cabaret espagnol Puerta del Sol, puis le Dinazad. Son charme envoûtant va lui ouvrir peu à peu les portes de nombreux établissements de la capitale et intéresser la maison de disques Pathé Marconi, qui va véritablement lancer sa carrière en France à partir de 1954. Elle va être invitée à la télévision française et à partir de là, elle va connaître un immense succès populaire car la mode des chanteuses espagnoles et des airs latino-américains sera encore à son zénith à cette époque. Et Radio Andorre en fut certainement un des vecteurs les plus importants. Mais elle va aussi commencer à lancer des disques en français. Et comme je vous le disais précédemment, sa carrière ne s'arrêtera plus jusqu'à son décès en 2005, donc 50 ans plus tard. Mais elle fut confrontée, elle aussi, à la montée du rock'n'roll, du twist et du yéyé, et à l'arrivée de jeunes artistes comme Dalida, qui sera véritablement sa concurrente, et qui se positionnait sur le créneau de la chanson méditerranéenne comme elle. Elle va tenter de s'adapter et d'évoluer avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Puis, lorsque le succès faiblira en France, eh bien, elle se tournera vers le Mexique, où elle va vivre et poursuivre sa carrière, car là, au moins, les airs latinos ne furent jamais détrônés par la musique américaine ou anglo-saxonne. Mais elle n'abandonnera jamais la France et y reviendra fréquemment en alimentant avec intelligence la presse people, car ses multiples mariages, on dira qu'il y en eut d'ailleurs 9, et ses aventures amoureuses en faisaient régulièrement la une. Elle arrivera régulièrement à revenir sur la scène des plus grands musicals parisiens comme l'ABC, Bobino, l'Olympia ou le Bataclan. Dans les années 80, elle connut même un nouveau regain de popularité grâce à Pascal Sevran, qui l'invita dans ses émissions télévisées. Elle était ce qu'on appelle un bon client pour les émissions de radio et de télévision et pour la presse, car son image de croqueuse d'homme, son humour, son esprit et son éternelle jeunesse en faisaient un personnage truculent. Dans les années 2000, elle devint même une égérie gay en conquérant ce public avide de chansons kitsch et attiré par ces femmes fatales, symboles d'une sexualité libérée et dominante. C'est 3 semaines après son dernier concert donné au Mexique qu'elle va succomber à un infarctus le 4 décembre 2005. Son histoire tumultueuse entre l'Espagne, le Mexique et la France comprendra aussi un épisode endorant qui fut, en quelque sorte, l'étincelle qui lança sa carrière. Cita a las 6, 1954, Gloria Lasso. A las 6 es la cita, no te olvides de ir. Tengo tantas cositas que te quiero decir. Y al caer de la tarde, cuando se oculta el sol, nos hallará la noche hablándonos de amor. Te cubriré de besos porque tú eres mi sol. Te arrullaré en mis brazos como en los cuentos de amor, y las horas tranquilas pasarán sin sentir. Habrá en nuestras vidas una historia feliz. Me miraré en tus ojos hasta el amanecer
faltes a la cita, que te espero a las 6. De besos, porque tú eres mi sol, te arrullaré en mis brazos, como en los cuentos de amor, y las horas tranquilas pasarán sin sentir. Habrá en nuestras vidas una historia feliz. Me miraré en tus ojos hasta el amanecer. No faltes a la cita, que te espero a las 6. Radio Andorra, émisora del Principado de Andorra. Loin de l'univers de Gloria Lasso, le début des années 50 va aussi être marqué par l'arrivée du rock'n'roll aux États-Unis. Dans un premier temps, les radios françaises vont avoir un petit temps de retard sur ce mouvement musical. En effet, la radio d'État ne diffusait pratiquement pas de disques étrangers et le quota de chansons françaises sur ses antennes était proche des 100%. En plus, elle n'était guère écoutée de la jeunesse qui préférait les radios privées. Quant aux 3 radios privées de l'époque, c'est-à-dire Radio Luxembourg, Radio Monte-Carlo et Radio Andorre, elles avaient encore des goûts plutôt conservateurs. Il faut dire qu'à Radio Luxembourg et à Radio Monte-Carlo, c'étaient les maisons de disques qui imposaient plus ou moins la programmation musicale, et donc les maisons de disques américaines n'y avaient pas accès. Quant à Radio Andorre, s'il y avait quelques artistes imposés par les maisons de disques, je vous rappelle que près de 80% de la programmation musicale était élaborée par les speakers animateurs, en fait, eux-mêmes. Et contrairement à ces 2 concurrentes, Radio Andorre employait de très jeunes animateurs, qui avaient pour la plupart moins de 20 ans. Alors la musique américaine leur venait aux oreilles par le fait que les Américains avaient encore de nombreuses bases militaires en France et avaient même leur radio pour divertir la troupe, comme AFN, American Forces Network, et les orchestres américains animaient parfois les bals populaires des villes où était basée l'OTAN, et la jeunesse pouvait capter AFN en ondes courtes et en ondes moyennes, puis plus tard en modulation de fréquence, toutefois pour ceux qui étaient équipés de récepteurs adéquats. Ils pouvaient ainsi écouter les premiers tubes de rock'n'roll américains. Alors même si le patron de Radio Andorre était plutôt amateur d'accordéon, d'opérette, de chansonnettes, voire même de musique militaire, il ne voulait pas empêcher ces jeunes speakers de passer leurs disques préférés. Et des émissions comme Surprise Party dansante en 1953 permettra aux auditeurs de Radio Andorre d'écouter cette musique venue des États-Unis, comme le jazz, et sur laquelle jeunes filles et jeunes gens se déhanchaient lors de ces fameuses Surprise Party. Bill Haley et les Comets fut un des pionniers du rock'n'roll au tout début des années 50. Alors évidemment, pour la plupart des adultes, ce n'était pas de la musique, mais du bruit. Ce n'était pas de la danse, mais de la gesticulation. Mais la jeunesse qui sortait de la glaciation de la Seconde Guerre mondiale avait besoin de se défouler, de se libérer des carcans sociaux, de se démarquer fortement de la génération précédente qui avait conduit le monde au bord de l'apocalypse. Et cette musique subversive va faire timidement son apparition sur les ondes de Radio Andorre. Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What you glad to ride? So join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock.
in seventh. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off and start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Maintenant, je vais vous faire écouter une pépite, plutôt inédite, même si vous allez reconnaître cet air dès les premières notes. Le chanteur s'appelle Jean Marco. Cela ne vous dit peut-être rien. Jean Marco émerge en 1945 en chantant dans les orchestres interalliés de la Libération et côtoie donc les musiciens américains. Il va reprendre en français des grands standards de jazz américain, mais il va aussi être auteur et compositeur. En 1947, il va devenir le chanteur vedette de l'orchestre Jacques Elian, ce qui va expliquer en partie pourquoi son nom ne sera pas connu. Le morceau que vous allez entendre date de 1951. Hélas, Jean Marco va disparaître dans un accident de voiture 2 ans plus tard, en 1953. On l'écoute. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre, je saurai bien te descendre. Je serai content d'avoir ta peau, vieux chameau. Je t'ai reçu à bras ouverts, vieille canaille. T'avais toujours ton couvert, hein, vieille canaille. T'as brûlé tous mes tapis, tu t'es couché dans mon lit. T'as bu mon porto, vieux chameau. Puis je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Puis je t'ai présenté ma femme, hein, vieille canaille. Tu y as fait du baratin, tu l'embrassais dans les coins pendant que j'avais tourné le dos, vieux chameau. Puis t'es parti avec elle, vieille canaille. Puis t'es parti avec elle, vieille canaille. En emportant la vaisselle, le dessus de lit en dentelle, l'argenterie et les rideaux, et vieux chameau. Mais j'ai sorti mon pétard, vieille canaille. Mais j'ai sorti mon pétard, vieille canaille. Et quand je tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup. Et je t'aurai vite refroidi, vieux bandit. On te mettra dans une tombe et moi j'irai faire la bombe. Je me saoulerai, vieille canaille. À coups de petits verres d'eau de vie, la plus belle fille de ma vie sera pour tes funérailles, vieille canaille. Vous avez évidemment reconnu cette chanson puisqu'elle a été interprétée en 1979 par Serge Gainsbourg, puis reprise en 2017 par nos 3 stars françaises, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, lors de la tournée intitulée justement La tournée des vieilles canailles. Alors cette chanson était à l'origine un succès américain, adapté en français par le parolier Jacques Plante et chanté donc par Jean Marco en 1951. Notre émission va maintenant se terminer. Le dernier morceau que je vais vous offrir est J'ai 2 amours de Joséphine Baker. On ne pouvait pas évoquer ce début des années 50 sans passer ce grand succès de 1953. D'autant que Joséphine Baker fut le symbole des artistes résistants durant la guerre et aussi le symbole du rapprochement des États-Unis et de la France.
ces deux amours. Au-delà des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris. Tout entier, le voir un jour, j'ai deux amours, mon pays. Voilà, il me reste à remercier pour leurs témoignages et pour leurs archives Georges Maltot, William Danjon, Jean-Louis Marquet, Montserrat Rodriguez, Joseph Maspons, Anna Dolade, Éric Tiffon, Robert Delbos. Et je vous invite aussi à consulter mon site akiradioandorra.com. Bonne soirée et à bientôt. Ici Radio Andorre, nous vous remercions pour l'attention avec laquelle vous avez suivi notre programme. Et vous souhaitant une bonne nuit, nous vous prions de reprendre l'écoute à 12h30 sur les longueurs d'onde suivantes. Onde moyenne 366 mètres 70, 818 kilocycles. Onde courte 50 mètres 16, 5980 kilocycles. À bientôt. Aquí Radio Andorra, Rock de los Nalletes, Principado de Andorra. Hemos terminado nuestra emisión. Les damos las gracias por la atención con que nos han escuchado y les invitamos a oír la próxima en onda normal de 366,70 metros, 818 kilociclos, y en onda corta de 50 y 16 metros, 5.980 kilociclos, que será a las 12:30 si Dios quiere. ¡Viva Andorra!